Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, première émission podcast post-confinement. Et aujourd'hui, je suis seul pour cette émission podcast. Enfin, pas vraiment, puisque je vais répondre à toutes tes questions. Il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez sur Instagram. Donc, nous y sommes. Ça va être en quelque sorte une interview avec toutes ces questions que j'ai reçues. Alors, je te donne pas de programme, je te donne pas les sujets, parce que il y a vraiment tout et n'importe quoi. J'ai les questions sous les yeux, il y a à peu près une vingtaine de questions ultra pertinentes si on enlève toutes les questions redondantes parce qu'il y en a eu pas mal. Donc une vingtaine de questions, le but c'est de passer 3 heures sur chaque interrogation, sinon on va pas s'en sortir. Donc reste jusqu'au bout parce que ça va être un mélange de traits techniques, de sujets que j'ai jamais vraiment abordés parce qu'il n'y a pas vraiment d'émission à faire sur un sujet bien particulier. Donc ça peut vraiment être utile quelle que soit ta situation, ton niveau, ton domaine, ta thématique. Et j'aime vraiment beaucoup ce format. Ça ressemble à une interview, mais là, c'est vraiment ma communauté. C'est les gens qui me suivent, dont ils me connaissent encore plus. Ils vont me poser des questions encore plus pointilleuses. C'est parti, on y va. Allez, on va prendre la première question. Question de Vincent Launeux. Comment se diversifier quand tu travailles déjà 12 heures par jour depuis 10 ans? Effectivement, ça fait pas mal depuis 10 ans. Alors, je vais développer, mais ma réponse première va être assez simple, ça va être déjà de travailler 15 heures par jour. Voilà, merci Vincent. Alors c'est pas du tout, je veux dire que c'est facile à dire, mais c'est pas du tout non plus autant de dire ça, mais si vraiment t'as pas le choix, alors la première logique c'est, il y a deux choses à dire, c'est de réduire la charge de travail, c'est-à-dire qu'au lieu déjà d'essayer de voir ailleurs, comme la plupart des gens font, de chercher autre chose à l'extérieur, c'est déjà voir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que déjà les 12 heures tu peux pas les compresser? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu es salarié? Est-ce qu'il y a pas, tu peux pas faire de télétravail? Ou est-ce que tu peux pas déléguer, sous-traiter des choses que t'as pas envie de faire ou qui te prennent beaucoup de temps? C'est la première chose à faire. C'est-à-dire que tu évalues ton taux horaire, admettons, et tout ce qui est en dessous de 15 euros par mois, tu le fais pas ou tu le délègues. Première chose. Et évidemment, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que c'est bien beau de vouloir chercher toujours le secret, la recette miracle, la nouvelle technique, mais c'est, comme je le dis souvent, c'est le triangle de la réussite, c'est patience, courage, travail. Donc, on revient aux bases de la base. Travaille plus, travaille un petit peu plus, et je me permets de le dire parce que au moins au début, j'étais dans ce cas-là. C'est-à-dire que je viens vraiment de loin, j'avais pas un rond, je viens d'une famille modeste, modeste moins même. Ma maman n'a jamais travaillé par exemple. Et donc au début, que ce soit mes études ou enfin qu'importe, j'avais ma journée normale. Et j'avais ce que j'appelais ma deuxième journée, vers mon objectif que j'avais. Donc, et je me couchais tous les jours à 2-3 heures du matin. Alors, encore une fois, comme je le dis souvent, chacun a une situation différente. C'est plus facile pour d'autres. C'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que si tu es un petit peu plus avancé dans la vie et que tu as des enfants, par exemple, que si tu étais dans la fleur de l'âge, célibataire et ainsi de suite. Donc, travaille plus et intelligemment, c'est sûr que ça demande des sacrifices, tu vas moins dormir, tu vas devoir sacrifier peut-être des loisirs, des plaisirs, mais si tu fais ça couplé à une amélioration de déjà ce que tu as mis en place, ce sacrifice, ça va être payant. Ça va pas être du jour au lendemain, mais ça va pas prendre non plus des années. Donc, il vaut mieux faire un sacrifice à court terme que de devoir travailler 12 heures par jour pendant encore 30 ou 40 ans, on imagine. Voici pour la première question. Deuxième question, question de Florian qui est dans mon mastermind. Donc Florian sur Instagram, c'est Mentor Imo pour ceux qui veulent aller suivre. Quel secteur selon toi, hormis ce que tu as déjà dit, peut exploser? Alors je vais pas vraiment répondre à cette question, cette deuxième question. On commence bien, parce que je vais faire un podcast là-dessus. Je vais faire un podcast, parce qu'il y a pas mal de choses à dire pour le coup, sur justement l'accélération des nouvelles technologies et niché du coup pour les investisseurs. Donc les nouvelles technologies pour les investisseurs. Donc, on va parler vraiment beaucoup de choses. Pour ceux qui étaient là à mon séminaire en 2019, bon, j'ai déjà abordé rapidement ce sujet. J'avais juste nommé des thématiques, mais du coup on va approfondir, on va rentrer un petit peu dans le détail. On va parler plein de choses, hein. On va parler de deep learning, d'automatisation, d'imprimante 3D, enfin plein de sujets, mais il faut pour le coup rentrer dans le détail. C'est pas en une minute que je vais pouvoir répondre à ça. Donc si ça t'intéresse,
et que si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne pas louper cette émission. Mais merci Florian de me le mentionner, c'est une excellente question. Question de Thibaut W. As-tu des projets crypto ou blockchain? Excellente question Thibaut, merci de me la poser. Alors oui, oui, pour te répondre. C'est un projet en sous-marin, c'est un projet en parallèle de tout ce que je fais. Alors je communique pas sur mes projets, mes side projects, comme on dit en bon anglais, parce que déjà c'est pas du tout la même logique. Déjà premièrement on s'en fout complètement de ce que je fais à côté, de développer ce que je veux développer, si ça marche ou si ça marche pas, et surtout c'est encore un petit peu jeune pour pouvoir en parler, mais clairement oui, c'est une start-up. Alors j'ai déjà développé des start-up où je me suis pleinement engagé. D'ailleurs, je viens du milieu des startups avant d'avoir commencé à développer des projets sur le web 100% Internet, 100% web marketing. Mais j'avais développé 2 startups dans le domaine de l'innovation d'ailleurs. Et là, ça va être mon 3e gros projet, qui est peut-être mon plus gros, même très 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 certainement, parce que c'est un énorme objectif. Et on est vraiment dans le délire startup, c'est-à-dire que là, clairement, ça va me prendre beaucoup de temps, d'énergie au début pour très très peu de résultats, mais d'ailleurs, je le fais pas pour le résultat purement financier, par exemple, mais c'est sûr qu'il va falloir au moins 5 ans, 5-10 ans, pour imaginer que potentiellement, voilà, j'ai un retour sur investissement ou que les choses soient bien établies. Mais encore une fois, et j'aimerais le préciser, c'est pour ça que la question est très très bien aussi, c'est que ce qui me permet de le faire, de développer ça en parallèle, de ne pas être stressé, de le faire et d'avoir un esprit clair quand je prends mes décisions, de ne pas faire les choses dans la précipitation ou dans l'erreur. C'est justement parce que j'ai mis plein de choses en place auparavant, parce que j'avais un chemin très très clair de ce que je voulais, un objectif très précis, et j'ai mis des choses en place, j'ai ma liberté, j'ai mes revenus passifs, récurrents, pour être vraiment très très grossier, sans rentrer dans les détails pour ceux qui ne me connaissent pas si bien que ça, et je peux lancer ce que je veux, et même voilà, jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais même complètement tout louper, tout rater, c'est pas grave, parce que j'ai derrière ce qui m'apporte de la sécurité, plus. Donc oui, je suis en train de développer, qui pour moi est au final mon gros projet de vie. Je suis pas tout seul pour le coup. D'ailleurs, c'est tellement gros que je ne peux pas être seul pour ce genre de projet. Et je le développe, donc si ça doit sortir, parce qu'il y a aussi une question de faire une levée de fonds sur ce projet, ça sera en 2021. Mais merci pour ta question, si tu veux en discuter Thibaut, avec grand plaisir. Comment vois-tu l'évolution, alors question de Natulo Engrain, comment vois-tu l'évolution du business model web, prestation de service, y a-t-il un impact à prévoir? Alors très très bonne question, parce qu'effectivement j'en ai fait et j'accompagne des gens à le faire la même chose. Même actuellement d'ailleurs j'ai des clients sur business coaching, sur ce genre de business model. Alors c'est très intéressant comme question vu le timing, parce que là on a eu le confinement, on est au mois de mai 2020, ça va bien pour certains, ça va beaucoup moins bien pour d'autres. Alors évidemment que tout ce qui touche à la digitalisation, si je te parle de digitaliser une entreprise, si je te parle de digitaliser un business quel qu'il soit, ou alors de mettre en place des choses concrètes qui vont permettre de digitaliser une entreprise, une société, évidemment que là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre, c'est positif. Toutes les entreprises qui ont refusé pendant des années, des décennies d'être sur le web ou de vraiment avoir une stratégie web marketing poussée sur le web, s'en mordent les doigts aujourd'hui. Enfin, il y a eu plein de changements violents. De toute façon, pour la plupart des gens, c'est normal, c'est le cerveau humain qui est comme ça, mais il faut vraiment quelque chose où on n'a pas le choix pour pouvoir le faire. Comme certaines entreprises refusaient le télétravail depuis toujours, là, tu n'avais pas le choix. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que le mec qui était un peu, on va dire, vision old school du business et qui voulait pas du tout avoir une présence en ligne, et ben, il est un peu dans le baba. Ça, il le voit très bien. Si au pire, il n'a pas fait faillite. Donc, pour ceux qui veulent se lancer, on va dire, sur cette niche
de digitaliser les entreprises des autres, ce qui est un énorme avantage parce que toi, tu vas utiliser le business des autres pour en fait créer le tien. C'est-à-dire que tu n'as rien à créer, les choses sont déjà créées, tu as juste à aider, accompagner les gens. Donc oui, le business de prestation de services digitaux, il y a un impact, surtout, on va dire, encore en Europe, on va dire hors États-Unis, pays anglophones où c'est beaucoup plus poussé, il y a encore une grande part de marché à faire et ce, pendant encore des années. Donc c'est un business florissant et d'autant plus que là, en sortie de confinement, il y a, les gens se sont rendus compte et il y a des prospects, mais partout. Donc oui, si au final ta question c'était est-ce que je me lance ou pas, vas-y, lance-toi et l'impact pour le coup est très très intéressant pour ce business model là. Question de Sarah Kezened. Comment se lancer dans l'immobilier malgré cette crise en ayant peu d'apport, entre parenthèses 8 000 €? Pour le coup, comme d'habitude en fait. Il y aura des choses qui vont se passer, alors ça va être plus à long terme, parce que déjà le marché immobilier n'est pas liquide, et surtout par rapport à ce qui va se passer au niveau des banques, par rapport à l'endettement, par rapport au durcissement, et même techniquement, comme je dis, je suis premier à dire que l'endettement devrait disparaître à très long terme. Mais ça, voilà, comme on vient de le dire, c'est pas maintenant, c'est pas de suite, et on a encore de très très belles années devant nous. Donc comment on fait pour se lancer dans l'IMO malgré cette crise? On le fait comme on le faisait avant et comme on le fait aujourd'hui, et voilà, et on va le faire pendant encore quelques années. Et la question de l'apport n'est pas une question normalement, on va dire, très 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 bloquante. Alors, ça l'est un tout petit peu plus en 2020 parce que le but des banques, surtout en ce moment, c'est pas de prendre des risques. Donc, elles vont peut-être demander de l'apport par-ci par-là. Mais il y a des projets, encore une fois, qui vont être financés à 100%, 110% et ainsi de suite. Donc, est-ce que ton projet est ultra rentable? Est-ce que ton projet, quoi qu'il arrive, va tenir la route même en temps de crise? Et à ce moment-là, en fait, tu viens de démontrer à la banque que ton dossier, par A plus B, il tient la route, et même plus que ça, que c'est rentable, que tu vas gagner plus d'argent après que si tu le faisais pas. Donc, tu te lances dans l'IMO comme on l'a toujours fait actuellement. Et la question de l'apport, c'est tout se négocie. C'est-à-dire que, ok, si la banque ne veut pas de l'apport, veut de l'apport ou n'en veut pas, c'est-à-dire que il faut le contrebalancer dans l'autre sens. Tu peux pas tout avoir, tu peux pas avoir le financement parfait avec toutes les conditions que tu veux, mais ça doit pas te bloquer par rapport à la crise. Alors même au contraire, il va y avoir des opportunités. Il y a certaines zones qui vont descendre en termes de prix, et la banque doit toujours financer les gens. Donc on n'a pas le choix et on se pose pas la question, on n'a pas peur parce qu'on a très peu d'apports. Et si vraiment tu as fait 50 000 banques et que tu as eu un refus systématique, à ce moment-là, tu t'associes. C'est-à-dire que tu t'associes, les gens ont vraiment du mal à faire le fait de s'associer, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quel que soit le profil et la situation d'une personne, ça bloque, il y a un moment où ça bloque, quelle que soit la raison d'ailleurs, et tu t'associes, et surtout tu t'associes avec quelqu'un qui a ce que tu n'as pas. Là encore, il y a une mauvaise association, c'est les gens ils vont se mettre entre personnes qui sont à peu près de la même façon. Non, si tu n'as pas d'argent, mais les connaissances, tu vas chercher quelqu'un qui a de l'argent mais qui n'a pas envie de s'en occuper ou qui n'a pas les connaissances, par exemple, c'est ça. Et à vous deux, vous serez une force de frappe plus que 1 plus 1, c'est-à-dire que ce sera supérieur à ça. C'est-à-dire que là, il y a tous les ingrédients qui sont réunis, et en plus, tu vas pouvoir jouer sur tous les leviers et dire, ok, là, tu vas pouvoir passer à un autre niveau. Et même le fait de débloquer, ça va te pouvoir, même à la limite, de refaire des autres projets à côté parce que tu auras gagné de l'argent. Donc voilà, pour la question là, c'était intéressant, mais il faut le repréciser, surtout si on est novice sur la question de l'immobilier. Alors, top crypto dans lesquels investir et update des projets. Ça pour le coup, j'en parle en privé sur mon groupe privé Crypto Révolution, et j'ai déjà fait des podcasts sur le sujet, donc je ne vais pas revenir dessus. Est-ce à la fin du rebond de début de crise? Question de l'INMB. Attends, est-ce la fin du rebond de début de crise? Ah, ok. Je l'ai. Alors, je te le dirai dans quelques mois. Alors, sans sortir la boule de cristal, encore une fois, parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas quand on sort la boule de cristal, on est en plein dedans. Alors, déjà, historiquement, effectivement, à chaque crise, je crois que je l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais c'est pas grave,
historiquement, à chaque crise économique et financière, effectivement, il y a eu donc un début de crise et un rebond, ce qu'on appelle le bull trap, alors que tu tombes dans le piège haussier, ça fait un rebond, comme ça on repart vers le haut, puis finalement on redescend. Évidemment, c'est pas linéaire, donc il y a toujours, même si c'est une tendance baissière, il y a toujours des rebonds haussiers, même quand il y a une tendance haussière, il y a des petits rebonds, des creux de marché, c'est normal, c'est pas linéaire. Donc, c'est bull trap, on va dire que c'est tendance haussière, c'est rebond, ça dure en général 1 mois et demi, 2 mois. C'est historiquement, là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les chiffres, regardez les chiffres, 2008, en 2000, 87, enfin bref. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire que même techniquement, on est dans une phase où normalement tous les indicateurs, je parle les vrais, hein, la réalité, les indicateurs sont pessimistes. Tous les indicateurs devraient pousser à un bear market, c'est-à-dire un marché baissier. Mais les marchés financiers, on va commencer par la bourse, les actions, sont dans le vert et continuent d'augmenter et on touche des sommets, voire des sommets qu'on n'a jamais atteints. Donc c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu euphorique, la manipulation. En plus là, on va dire que l'économie est complètement politisée, notamment vu le Covid. Les États-Unis ont tout intérêt à ce que ça soit des bonnes nouvelles parce que l'économie est complètement à l'arrêt. Donc il faut que les marchés reflètent quelque chose de positif. Mais c'est fictif. C'est pas parce que c'est dans le vert que tout va bien. Donc attention, pour moi, comme je l'ai déjà dit, effectivement, on est sur une tendance baissière, voilà, 2020, 2021, 2022, peut-être. Encore une fois, c'est quand on est sur un bear market, ça prend 1 an et demi, 2 ans pour se casser la gueule véritablement, toucher les plus bas et repartir. Et si tout va bien, hein, si effectivement on n'a pas eu de nouveaux confinements, de nouveaux économies à l'arrêt, et il faut que les entreprises travaillent pour pouvoir rebondir. Donc toute la réalité pousse à ce que ça soit que le début de la crise. De toute façon, c'est logique, hein, les entreprises vont à peine commencer à retravailler, il y en a plein qui ont fait faillite, on n'a pas encore les chiffres, et les notations vont descendre, enfin bref, c'est pas trop la folie. Donc pour ceux qui veulent se placer sur les marchés financiers, attendez, que ça soit à court terme ou à long terme, ou alors vous prenez des risques en conséquence, mais ça veut dire que vous êtes de bons traders, tout simplement. Question de Anilo3. Anilo3 qui a posé 2 questions qui sont en fait la même. Que ferais-tu avec 100 000 euros actuellement? Et deuxième question, avec 100 000 euros, combien de temps pour atteindre 2 000 euros mensuels net? Et comment y arriver le plus vite? Alors déjà, je t'invite à écouter, j'avais fait une série de podcasts, 3 émissions, sur quoi faire avec moins de 10 000 euros, quoi faire avec un capital moyen entre 10 000 et 100 000, et quoi faire avec un capital supérieur à 100 000 euros. Alors, encore une fois, si tu ne sais pas que tu ne sais pas, s'il y a des choses que tu n'as pas connaissance, tu peux pas l'envisager, c'est normal, c'est le principe. Donc avec les connaissances que tu as actuellement, que je ne connais pas d'ailleurs, tu vas te créer une réalité. C'est-à-dire qu'avec 100 000 euros, pour atteindre 2 000 euros mensuels net, il faut tant de temps, il faut mettre telle chose en place, parce que ton cerveau est conditionné comme ça, que tu as telle dose de connaissances, et que c'est pour ça. Techniquement, pour atteindre 2 000 euros net avec 100 000 euros, c'est maintenant. Il n'y a pas de, il faut attendre 5 ans, il faut attendre X mois, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, je vais te donner 2 solutions. Un projet immobilier, tu peux faire 2 000 euros mensuels net, surtout si tu as 100 000 euros, quoi. Tu vas à la banque, tu lèves 200, 300 000 euros en plus, ça te fait un projet à 400K, ça te fait un gros immeuble, tu peux faire 2, 3, 4 000 euros de cash flow net, juste, voilà. C'est-à-dire que tout va bien, c'est les chiffres, et du jour au lendemain. Et deuxième possibilité, alors là c'est une autre thématique complètement différente, c'est un autre marché, mais par exemple, je propose, moi, de notre côté, notre entreprise propose un système de fonds d'investissement en swing trading de cryptoactifs, donc sur lequel moi je gère l'argent de mes clients, et bon, il y a un ticket d'entrée, mais clairement avec 100K, ça va te générer donc 40% annuel, donc ça va te générer 40 000 euros sur une année. 40 000 euros divisé par 12, ça va te faire plus de 3 000 euros. Voilà, c'est-à-dire qu'avec 100 000 euros, c'est comme si tu allais générer plus de 3 000 euros par mois.
Donc tu vois très bien que c'est pas une question de combien de temps il me faut ou une question de conjoncture. Tu peux le faire du jour au lendemain et même tu peux faire même beaucoup mieux que 2000 euros par mois. Mais encore une fois, c'est la personne qui va se conditionner à atteindre cet objectif en 5 ans ou en 2 ans ou en 6 mois. Les trois ont raison, c'est-à-dire que ton cerveau, tu vas mettre les choses en place, le plan d'action va être créé pour atteindre. Donc les trois ont raison et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Alors ça non, c'est un bot, ça aussi c'est un bot, plutôt sympathique les bots sur Instagram. Oui, à quelle heure aura lieu le halving? Effectivement, celle-là c'était juste avant le halving du 12 mai. Et pour ceux qui n'ont pas compris comment ça fonctionne, le halving c'est pas une date précise, enfin, c'est pas une heure précise, on fixe pas une date tous ensemble et super on fait le halving. Le halving du Bitcoin, ça se passe tous les 210 000 blocs. Donc après, il faut regarder le hash rate, il faut regarder comment les mineurs minent, mais c'est tous les 210 000 blocs. Alors, ça fait à peu près tous les 4 ans, je dis à peu près, parce qu'évidemment on n'est pas à la date près, un petit peu moins de 4 ans, et normalement le prochain sera en 2024 et le prochain sera en 2028. Mais c'est pas tous les 1-1, c'est 210 000 blocs, puis 210 000 blocs, et ainsi de suite, on a un halving à chaque fois. Donc là c'était à peu près le 12 mai, c'était vers 21h je crois, si je dis pas de bêtises, 21h, 22h que ça s'est passé. Comment s'est passé ton confinement? Question de Théo TNBP. Très bien, très bien, merci à toi. Pour le coup ça n'a pas changé grand chose pour moi, parce que bon, je peux travailler à 100% de chez moi, mon business est 100% digitalisé, j'apporte une solution qui peut être fait à distance, qui est basé à 90% sur mes connaissances. Donc évidemment, tout est fait pour que j'ai une entreprise qui tourne en période de crise. Je parle évidemment que de ma société de conseil, puisque c'est ce qui intéresse les gens pour le coup. Et le confinement s'est globalement bien passé. Voilà, on a profité à fond de bébé qui a bien grandi. Question de Ingrid. Cool à conduire la Tesla. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique, j'aime plutôt bien. Ça change complètement de ce que j'ai connu. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on appelle une disruption. Et ça va être très très compliqué de revenir en arrière. Et donc merci Elon. Et surtout, je me suis payé cette Tesla grâce à mes actions Tesla que j'ai revendues à plus 500%. Question suivante. Comment faire pour que tu sois mon mentor? Question de Antoine Racon. Tu m'envoies un petit message. Tu m'envoies un petit message, un petit mail. J'essaie de répondre à tout le monde. Alors m'engueulez pas, évidemment. Parce que ça m'arrive si je réponds pas dans les 24 heures. Ou même si je ne réponds pas dans la semaine, ça dépend, je travaille pas le week-end non plus, pour ceux qui m'engueulent parce que je ne réponds pas le samedi ou le dimanche. Non, blague à part, si tu as besoin d'aide, envoie-moi un message, mais par contre un message précis, c'est-à-dire que tu me fais part de ta situation, de ton profil, de ta situation, de ce que tu veux, de ton objectif, et à ce moment-là je peux répondre, parce que souvent 90% des messages que je reçois c'est qu'est-ce que je fais avec X euros. Alors évidemment je ne peux pas du tout répondre, et la personne qui essaye de vous répondre à ça, c'est pas souvent un bon signe, parce que quelqu'un qui va pas prendre en compte beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte. Donc fuyez et n'écoutez pas cette personne, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que d'ailleurs que ça existe, les conseillers, les consultants ou les gestionnaires de patrimoine, c'est parce que ça demande beaucoup de travail et de considération à avoir. Donc envoie-moi ce petit message et peut-être que je peux t'aider en fonction de ce que je propose, de ce qu'on pourrait proposer, que ce soit en direct avec toi ou en passif. Alors, question suivante, pour ou contre l'expatriation, quels avantages de rester en France? Question de Damien Reneville. Alors je suis contre du coup l'expatriation, je suis pour rester en France. Là aussi j'avais fait une émission podcast sur le sujet. Je crois que elle commence à dater, je crois qu'il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était sur le paradis fiscal français, quelque chose comme ça, où j'expliquais effectivement pourquoi pour moi la France est un paradis fiscal. Alors quels avantages de rester en France? Déjà il faut savoir que la France, il y a plus de 300 niches, je crois 300 niches fiscales, et qui fait que c'est le pays numéro 1 sur la planète où il y a le plus de niches fiscales. Donc
Alors, c'est sûr que ça demande d'avoir les connaissances, ça demande de savoir tout ça et de s'entourer des bonnes personnes. Donc oui, il faut à un moment donné peut-être payer pour avoir ce genre de connaissances, mais encore une fois, c'est le genre de choses qu'une fois que tu les sais, ça va te rapporter derrière x10, voire x100. Pour développer un petit peu plus sur la question, alors surtout que la question de l'expatriation, la plupart du temps, 99% du temps, les gens se posent la question pour la mauvaise raison. Tu te poses la question de l'expatriation pour le lifestyle, pour une bonne raison, ou je sais pas, t'habites au pôle Nord et tu veux du soleil, tu veux habiter au Portugal, là ok, parce que toute ta famille est ailleurs, là ok. Mais tu vas pas te dire, comme je reçois aussi, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent ils n'ont pas fait encore le moindre euro et ils se posent déjà la question d'aller voir ailleurs dans un autre pays. C'est complètement illogique. Enfin non, apprends à faire du cash et surtout, t'as tellement d'aides, tellement de choses intéressantes en France dans un premier temps. Et après, si vraiment tu as une question à la fois de lifestyle, d'aller voir ailleurs, et en plus la France te saoule pour X raisons, ok, à ce moment-là tu peux partir. Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions pour l'expatriation. Après, moi, je me dis aussi que, et là on l'a vu pendant le confinement, et on l'a encore mieux vu avec les reportages qu'il y a aux États-Unis, la France c'est un beau pays. C'est-à-dire que, ok, tu veux te faire soigner, tu payes rien. Hein. C'est pas quand tu arrives devant la porte de l'hôpital, je me permets de le dire parce que j'ai des membres de ma famille qui sont américains, j'ai vécu aux États-Unis, c'est pas on vous refoule parce que vous êtes pauvre et que vous pouvez pas payer votre opération. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors oui, on paye des impôts, oui, on paye peut-être trop d'impôts, il y a des mauvaises gestions pendant et avant la crise, probablement après, mais il y a beaucoup d'avantages, sans parler évidemment des infrastructures globales, même si encore une fois il y a des améliorations, j'évite de parler de politique, mais même s'il y a des améliorations, l'infrastructure, elle a la même vue, c'est ce qui m'a fait marrer, il y a même des personnes qui travaillent en ligne, qui sont un petit peu connues, qui sont revenues en France alors qu'elles habitaient à l'étranger pendant le confinement, parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est bien la France, parce que ça tourne bien, et puisqu'on ne sait jamais si je vais à l'hôpital également. Donc, ça a beaucoup d'avantages à rester en France d'un point de vue lifestyle et d'un point de vue même purement business. C'est-à-dire que les montages que tu peux faire, le nombre de niches que tu peux utiliser, enfin, même le chômage, alors même s'il y a eu des restrictions dernièrement, mais le chômage, ça peut permettre à tellement de personnes de lancer un business et ainsi de suite. Voilà, il y a plein de choses à dire. L'immobilier aussi, c'est un marché. Les avantages, la défiscalisation qu'on peut avoir sur certaines niches fiscales immobilières, c'est nulle part ailleurs sur la planète. Et c'est une bonne raison pour laquelle il y a énormément d'investisseurs étrangers qui investissent en France ou qui viennent en France. C'est ce qui est marrant, c'est que les investisseurs étrangers viennent en France parce qu'il y a de l'argent à faire, et les Français, eux, veulent se casser à l'extérieur. Enfin bref, on va conclure sur la question là, mais je suis contre l'expatriation pour les mauvaises raisons. Et il y a beaucoup d'avantages en France, et le temps d'avoir fait le tour de tous les avantages en France, il y a de quoi faire, quoi, hein, il y a au moins quelques années. Allez, on va en prendre encore 3. Il reste 3 questions. Y a-t-il une différence pour toi entre tes 20 ans et tes 30 ans? Alors, j'ai pas encore 30 ans. Je vais avoir 29 ans dans quelques jours, le 22 mai. Donc j'aurai 30 ans en 2021. On va faire une super fête, on va faire un énorme séminaire pour les 30 ans de Richa 30 ans. Mais pour répondre, alors c'est une très bonne question, d'ailleurs je voulais faire une petite émission là-dessus. Pour moi, oui, il y a plein de choses à dire. Alors, entre 20 et 30 ans, on va dire que 20 ans, c'est la période de ta vie où tu as le plus d'énergie et de créativité. Ça, c'est indéniable. Normalement, tu es à fond, tu es créatif, ça même scientifiquement, on peut le prouver. Et c'est très dangereux si tu te canalises pas, parce que tu t'en rends pas compte à 20 ans que tu as de l'énergie, que tu es créatif. C'est un peu comme quand tu es bourré. Voilà, tu peux faire des choses, tu es conscient, mais tu t'en rends pas compte. Alors ça peut être des conneries comme des choses, pas forcément d'ailleurs quand tu es bourré, mais c'est un peu ça. Donc, et à 20 ans, on va dire quand tu commences à gagner de l'argent, voilà, en général ça, hein, c'est le début de la vingtaine, quelle que soit d'ailleurs la façon de gagner de l'argent, hein, que ce soit salariat, entrepreneuriat, enfin bref, tu as conscience de ce qu'est l'argent, alors pas totalement, mais tu as conscience de ce que ça représente, mais tu n'as pas la conscience de ce qu'est le temps. Alors je vais développer un petit peu. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, mais
c'est-à-dire que c'est la relation entre les actions qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tu le vois autrement le temps qui passe. À 30 ans, on va dire que tu fais la connexion entre ce que tu as fait, on va dire, à 21 ans, puis à 24 ans, puis à 27 ans, puis à 30 ans. Enfin, tu vois les ramifications, tu vois comment ça s'est passé, tu vois, ok, j'ai fait ça à tel moment, du coup, ça a impacté tel, et ainsi de suite. À 20 ans, tu vois que dalle. Entre ce qui s'est passé entre tes 10 ans et tes 20 ans, enfin, tu as suivi un chemin qui est plus ou moins tracé depuis toujours, hein, collège, lycée supérieur, alors, il y en a, ça va être à 18 ans, d'autres 20 ans, d'autres 23 ans, d'autres voire plus. Mais tu vois pas la connexion. Enfin, si, tu la vois, mais ça a été imposé et t'as pas du tout réfléchi. Alors qu'à 20 et à 30 ans, tu vois la connexion ultime parce que c'est toi, c'est tes décisions, c'est ta début de vraie vie, même si tu es adulte à 18 ans. C'est-à-dire que techniquement, c'est quand tu rentres dans la vie active, dans l'économie réelle. Et plus tard, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand tu as 30 ans, on va dire 29, parce que j'en ai 29, je peux pas parler pour ceux qui ont 30 ans, mais on va dire que c'est pareil, tu as conscience du temps. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que l'argent aurait dû être utilisé autrement. Et que même à ce moment-là, à 20 ans, si tu perds tout ton argent, enfin, c'est pas grave, tu pourras toujours en refaire. Et qu'à 20 ans, c'est là que tu as l'argent à perdre, c'est pas après. C'est-à-dire que si tu as un petit peu d'argent, même quel que soit, là tu m'écoutes, à 20 ans, même plus jeune encore, un petit peu, même 21 ans évidemment, si tu as un tout petit peu d'argent, un peu d'argent, ou même beaucoup à investir, un peu d'argent à entreprendre, un peu d'argent pour aller chercher des gros retours sur investissement, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est pas plus tard. Quel que soit le projet, que ce soit de l'investissement pur, que ce soit lancer un business, on s'en fout, mais prends des risques, on va dire prends des risques qui changent une vie. C'est à la vingtaine. Tu as une décennie pour te casser la gueule, tu as une décennie pour te reprendre, tu as une décennie pour te refaire complètement. Donc, lance-toi complètement dans quelque chose dans lequel tu crois, dans lequel ton argent pourrait t'apporter un énorme retour sur investissement. Évidemment, ce n'est pas une question de faire n'importe quoi, mais c'est parce que tu n'as pas encore la conscience de ce que ça représente le temps, et c'est seulement après que tu as la conscience du temps et de l'argent et de la relation entre les deux. Donc inspire-toi de personnes voilà, qui ont réussi, alors sans essayer de copier-coller exactement quelqu'un, hein, mais quand on a 20 ans, on ne sait pas encore qui on est. Enfin, vraiment, sauf cas exceptionnel ou quelqu'un qui a eu une vie jeune très 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 intense avec des choses qui se sont passées, mais on ne sait pas qui on est encore. Enfin, on veut nous imposer notre métier dès 18 ans, mais on ne sait pas qui on est à 20. Et aujourd'hui, avec Internet, ça va très très vite. Alors, on peut même tomber dans je vais être comme lui, ou lui il a fait ça, je vais faire exactement pareil. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Genre, avec le temps qui passe, tu peux devenir excellent, effectivement, mais deviens simplement excellent dans ce que tu es bon et ce qui te passionne. Simplement. Avant-dernière question. Explique-nous ce que tu ne sais pas, le fameux ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Voilà, c'est un terme que j'utilise souvent parce que c'est important et c'est vraiment le jour où j'ai compris cette notion que ça a changé pas mal de choses dans ma vie. Alors, une personne, quand elle réfléchit ou quand elle va chercher une information, quand elle va chercher de l'aide, quand elle va chercher quelque chose sur Google, enfin peu importe, même quand tu as cliqué sur cette vidéo, tu es dans ce que tu sais que tu ne sais pas. Ce qui représente 95% des gens. C'est ce qui représente la globalité de tes avancements, de tes requêtes, de tes interrogations. 95%. Mais en fait, ça te bloque que à 5%. Ce qui te bloque véritablement, ce qui te bloque du coup à 95% cette fois-ci, c'est ce que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Et évidemment, c'est très compliqué d'aller chercher, parce que tu ne sais pas que tu ne le sais pas. Donc à ce moment-là, il faut un vrai lâcher-prise, ou alors vraiment une autre ouverture d'esprit. Et pour moi, c'est vraiment l'étape ultime, on va dire, de l'enseignabilité, le niveau ultime d'être coachable. C'est d'avoir à la fois l'ouverture d'esprit et ce lâcher prise, de se dire ok, je sais qu'il y a un truc qui bloque, je sais pas du tout quoi, je vais peut-être me faire accompagner, trouver un mentor, m'entourer de quelqu'un, mais dire au bout d'un moment, si je suis vraiment aligné et si j'ai une énorme clarté de ce que je veux, ça va venir à moi
tout seul? Ça va venir à moi tout seul. Et c'est une bonne question. En plus, j'ai eu ce débat avec un client il n'y a pas longtemps. Et je lui ai dit, en fait, c'est comme le film Karate Kid. Alors, je sais pas si tu connais le film Karate Kid, mais en gros, le mentor demande aux jeunes je crois que c'est de laver sa voiture, par exemple, et d'attraper les mouches aussi. Il devait laver sa voiture et attraper les mouches. Et le mec, le jeune, il comprenait pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est pas ça. Je suis pas venu pour ça. Genre que je savais que j'avais un problème, mais je suis pas venu pour ça. Pourquoi il me fait ça? Et à la fin du film, le disciple, du coup, comprend que ces tâches qui lui semblaient inutiles lui ont permis au final de maîtriser l'art du combat, l'art martial pour lequel il était devenu, et qu'il est devenu un vrai maître, voire il est devenu meilleur que ce qu'il aurait pu devenir s'il n'avait pas fait ces tâches qui lui semblaient inutiles. Et ça, c'est très compliqué à intégrer pour soi, et c'est même très compliqué, on va dire, pour un coach, pour quelqu'un qui enseigne à quelqu'un d'autre, de tomber là-dedans. Et je le vois clairement. Alors, il y a des personnes qui le comprennent très bien, il y a d'autres beaucoup moins. Mais quand tu fais faire quelque chose à quelqu'un pour lequel il n'est pas venu, il peut avoir une réaction bizarre. Genre, il peut ne pas comprendre, il peut se braquer, il peut même se dire pourquoi je l'ai payé, il me fait faire ça alors qu'il n'y a aucun rapport avec ce que je lui ai fait faire. Et il y en a certains, ils tombent là-dedans. Donc, évidemment, ça prouve on va dire, ce niveau d'enseignabilité. Mais quand tu t'ouvres à ça, alors je te laisse, c'est David F qui a posé la question, te renseigner. Alors je sais pas si il y a pas à mon avis il n'y a pas grand chose comme contenu là-dessus, mais fais tes propres recherches quand même, ouvre-toi à ce genre de propositions. Et si quelqu'un te dit de faire quelque chose pour atteindre un objectif, alors il faut pas faire confiance aveugle à n'importe qui premier venu, évidemment, il faut pas tomber dans la manipulation. Mais si évidemment quelqu'un est reconnu ou s'il a des résultats concrets, s'il te dit de faire quelque chose, et c'est aussi comme ça que j'ai eu mes propres résultats, genre même techniquement, quelle que soit la thématique, je parle à la fois de pro et de perso, j'ai des coachs pleins qui m'ont dit de faire des choses absurdes, que ça soit du coach vocal, ou enfin bref, du coach business, qui m'ont dit de faire des choses qui me semblaient complètement abstraites et folles, mais au final c'était évidemment pour mon bien et pour que j'atteigne les résultats que je voulais avoir, et ça me permettait de sortir ma zone de confort, évidemment, parce que je ne m'attendais pas à ça, et qui ont fait que bim, j'étais dans je ne sais pas que je ne sais pas, et effectivement c'était les 95% qui me bloquaient, et non les requêtes ou les interrogations que je pensais et que mon cerveau allait chercher. Je ne sais pas si j'ai été clair, n'hésite pas à revenir vers moi si tu veux développer sur ce sujet. Alors, dernière question, ça va être une bonne question pour conclure. Vois-tu une différence entre hommes et femmes dans la réussite ou la motivation? Merci pour cette dernière question, Lucie Marié. Oui, effectivement, il y a des différences. Déjà, on peut pas dire que l'homme et la femme soient exactement pareils, même, c'est-à-dire que à la fois culturellement, sociétalement, c'est-à-dire qu'il y a des choses, le passé fait que, et même, on va dire que biologiquement, on n'est pas pareil. Ça, c'est un fait. Moi, je réfléchis de façon scientifique. Ça, il y a une différence. Après, pour te dire, je vais plutôt y répondre par rapport à ce que moi j'ai vécu en tant que formateur, en tant que coach. Voilà, on va répondre ça comme ça. Bizarrement, dans un sens tant mieux pour certains, mais bizarrement, les femmes que j'accompagne sont plus faciles à accompagner et surtout, c'est pas réussissent mieux, ça voudrait dire que les hommes du coup réussissent moins quand je les accompagne, mais c'est pas ça, mais que les femmes vont beaucoup plus avoir tendance à réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a, j'ai l'impression, c'est parce qu'il y a beaucoup moins une question d'ego chez la femme, et justement elle va tomber dans ce qu'on a dit juste avant, c'est un excellent enchaînement, elle va beaucoup être facilement dans le je ne sais pas que je ne sais pas, et va mettre en œuvre et mettre en pratique le fameux passage à l'action beaucoup plus facilement que les hommes qui peut-être, alors je dis bien peut-être, peuvent avoir le fameux ego masculin qui va se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, en plus des fois je vais coacher des personnes qui sont plus âgées que moi, alors qu'est-ce qu'il me raconte ce gars, moi je suis un mec, blablabla. Et il va pas forcément passer à l'action, où il va se dire il me dit ça,
mais je vais pas le faire. Ce qui est complètement absurde des fois, parce que bon, tu payes quelqu'un pour, évidemment, normalement c'est pour mettre des choses en place, ça arrive, mais ça arrive plus souvent que tu ne peux l'imaginer. C'est-à-dire que la personne va te payer une certaine somme, et au final, la personne, tu lui dis, mais en fait, tu me payes, tu fais pas. Et je lui dis, tu fais pas ce que je te dis, en fait. Et pourtant, ça fait X semaines, X mois. Et la personne va dire, ouais, je sais. Genre, tout va bien. Et parce qu'il y a le fameux niveau d'enseignabilité qui n'est pas le même pour tout le monde, et l'ego qui rentre en jeu. Donc pour moi, les femmes peuvent avoir du coup un résultat, je parle vraiment pour moi encore une fois, peuvent avoir un résultat plus rapide ou plus concret parce qu'elles sont peut-être plus facilement dans le passage à l'action. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des gars qui vont effectivement, je leur dis un truc, ils vont le faire, ils vont aussi très très bien réussir, ils vont même pas se remettre en question l'enseignement. Un peu comme moi aussi je le suis, c'est-à-dire qu'au moment que je fais confiance à quelqu'un, à ce moment-là, je me pose pas de questions. Si je paye quelqu'un, je fais exactement ce qu'il me dit. Après, si effectivement il n'y a pas les résultats, je lui dis bah regarde, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Ok, ça va pas, il y a un truc à revoir. Mais ouais, il y a une différence entre les hommes et les femmes, et ça peut rejoindre le fameux je ne sais pas que je ne sais pas, et être de ce niveau ultime d'enseignabilité et indirectement de progression externe et interne qui vient aussi de la personne, et forcément externe qui vient du mentoring et de la connaissance en tant que telle. Et bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette émission t'a plu. Si le format te plaît, t'a plu, évidemment si tu veux commenter comme d'habitude, tu as les commentaires, tu peux m'envoyer un petit mail si tu as la moindre question, si tu veux développer sur un sujet, mais si le format t'a plu, dis-le moi dans les commentaires. Je pense que je vais le refaire plus souvent, je crois que c'est la deuxième fois seulement que je fais une espèce de foire aux questions comme ça, et ben on se dit à très vite pour une prochaine émission, et abonne-toi si tu veux avoir les prochaines émissions comme on l'a mentionné dans ce podcast, et je te dis à très vite pour une prochaine émission.